Bonjour, je suis Nelly Rioux, je suis journaliste à la RPF Cuisine Pro et je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce webinaire organisé par Resto France Expert. Aujourd'hui, nous allons parler des dark kitchens et de toutes les formes de cuisine non traditionnelle. La crise sanitaire a fait émerger des tendances qui semblent s'installer aujourd'hui dans la durée et nous verrons ensemble quelles sont-elles et surtout ce qu'elles impliquent pour vos métiers. Alors, je vais avoir le plaisir d'animer avec mon confrère Paul Feudel, rédacteur en chef de France Snacking, l'heure et demie que nous allons passer ensemble avec nos invités que Marc Grandmougin va vous présenter dans un instant. Je vous informe que ce webinaire sera enregistré et nous prendrons quelques minutes à l'issue de ces échanges pour répondre à toutes les questions que vous pouvez poser par le biais de la petite fenêtre questions-réponses, à ne pas confondre avec discussion. Et puis, donc on les sélectionnera en fin de webinaire pour y répondre avec nos invités. Voilà, alors je laisse dès à présent la parole à Marc Grandmougin, président de RFE. Eh bien, bonjour à tous. Resto France Expert est une association professionnelle qui réunit des bureaux d'études et des consultants, ainsi que des fabricants en matériel de cuisine professionnel. Notre volonté est de créer du lien entre tous les acteurs qui participent à la réussite d'un projet de restauration. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler et de débattre des dark kitchens. Pour cela, nous allons avoir des intervenants. Jean Valfort, restaurateur et président de Panorama Group, fondateur de Devor, positionné depuis 2018 dans les dark kitchens, avec 5 marques virtuelles déployées sur des plateformes dans 2 villes de France et bientôt 3. Anaïs Tarbi, cofondatrice des Camionneuses, parlera des cuisines partagées. Vicenne Benamar et Majed Mansour, respectivement président et directeur général de Graines, inventeur du bar à couscous. Olivier Deloison, directeur technique chez Rational, fabricant de matériel de cuisson. Olivier Robineau, directeur de la promotion et des grands projets chez Francaire. Si vous souhaitez profiter régulièrement des communications de Resto France Expert, vous pouvez vous abonner sur LinkedIn et consulter notre site Resto France Expert. Nelly, je te redonne la parole. Très bien, merci Marc. Alors, je me tourne vers Paul. Tu connais bien le phénomène des dark kitchens pour l'avoir largement relayé dans les colonnes de ton magazine. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de la situation telle que nous la vivons aujourd'hui? Et je te laisserai ensuite interroger nos invités afin qu'ils partagent avec nous leurs expériences. Merci Nelly, bienvenue à tous. Oui, les dark kitchens est un sujet qui est sur toutes les bouches depuis, on va dire, 3 ans et plus particulièrement depuis 1 an. C'est un phénomène que nous suivons de près dans France Snacking ou sur le site snacking.fr parce qu'il s'est imposé à nous au regard de l'actualité, davantage qu'en 2017 ou 2018, qui sont les années lors desquelles est arrivé en France ce phénomène des dark kitchens à l'initiative de 2 pionniers qui sont d'un côté Anton Soulier, qui avait créé Tester en 2017, suivi de très près par Jean Valfort, ici présent, qui a créé à l'époque Dark Kitchen, qui s'est rebaptisé Devor cette année. Donc 2 pionniers qui ont imposé ou installé un nouveau modèle, qui est, pour résumer, un centre de production, une cuisine qu'on définit aujourd'hui comme cuisine fantôme, Dark Kitchen, Ghost Kitchen, Cloud Kitchen, enfin il y a un certain nombre de noms qui veulent dire la même chose, un laboratoire, une production, la création de marques virtuelles qui sont tournées exclusivement, ou presque exclusivement, vers la livraison et les plateformes de livraison, que sont Deliveroo, Uber Eats ou encore Just Eat, voire d'autres circuits tels Stuart et d'autres systèmes organisés de livraison. Donc clairement, pourquoi on en parle depuis le début du confinement, depuis mars 2020? Parce que
le phénomène, s'il est apparu dans les années 2017-2018, oui, il s'est accéléré l'année dernière. Donc on a un certain nombre de néo-restaurateurs qui sont arrivés sur le marché, que les restaurateurs traditionnels regardaient d'un air un peu suspect, des entrepreneurs qui ont compris qu'on pouvait créer un outil de production sans salle de restaurant, dans des emplacements souvent secondaires ou tertiaires, pas des emplacements numéro un, et qu'on pouvait délivrer des marques, des cuisines à thème qui étaient fortement demandées par les consommateurs en attente de restauration, puisque les restaurants étaient fermés. Donc, à ces deux pionniers que j'ai cités tout à l'heure, il y a un certain nombre d'autres faiseurs qui sont intervenus, surtout en 2020. On a des gens comme Not So Dark qui a levé 20 millions d'euros récemment et qui est apparu en 2020. On a d'autres, on a des Click and Savor qui sont arrivés l'année dernière et qui ont aussi de grandes ambitions. Ça, c'est ce qu'on appellerait les néo-restaurateurs. Après, on a aussi les restaurateurs qui se sont dit, il y a un phénomène qui se passe, il y a un marché qui est en train d'émerger, on va y apporter notre réponse. Et là, on a des groupes de restauration qui sont se structurer pour aussi créer, soit se mettre leur propre marque sur les réseaux tournés vers le canal de livraison, soit créer des marques virtuelles. On a des gens comme le groupe Big Mama qui a créé Napoli Gang en juillet 2020, et puis après on a des petits groupes de restauration qui se sont installés aussi en se disant on va pas laisser les plateformes et les néo-restaurateurs s'installer seuls. Donc on a des petits groupes de restauration. On a Eleni Group qui a créé en fin d'année dernière Street Lab, un laboratoire, une dark kitchen ouverte sur l'extérieur aussi pour la vente emportée. On a deux entrepreneurs derrière moi qui ont d'une chaîne qui existait, Graine, ils ont créé aussi des marques virtuelles et une dark kitchen, et puis on en a comme ça un certain nombre. Et puis on a d'autres types d'opérateurs qui sont des investisseurs immobiliers qui se sont mis à créer des cuisines des cuisines partagées pour accueillir des restaurateurs ou des acteurs qui voulaient créer leur marque et qui avaient besoin d'un outil. Donc ces gens s'appellent Cooklane par exemple, et puis il y a d'autres faiseurs de plus petite taille qui ont décidé aussi d'investir dans des cuisines dites partagées. Et en l'occurrence les camionneuses qui nous expliqueront un petit peu leur parcours dans quelques minutes. Donc voilà, tous ces gens-là ont fait que les dark kitchen, on en a parlé de plus en plus. On a même des marques comme Courte Paille qui s'installent dans des cuisines partagées pour venir installer leur marque sur les plateformes. Donc tout ça fait que ce phénomène est sur toutes les bouches et il implique plein de changements. On se substitue pas à la restauration, mais on crée une nouvelle branche à la restauration qu'on observe de près, que les installateurs et les bureaux d'études et les fournisseurs et tous les acteurs qui gravitent dans cet univers sont amenés à regarder de près. Donc je vais donner la parole, puisque je ne vais pas occuper toute la scène, il était nécessaire de faire un petit préambule. On va peut-être demander, donc, pour commencer, à Jean Valfort, hein, comme je le disais, l'un des pionniers des Dark Kitchen, de nous installer de nous expliquer en quelques minutes comment il a vu venir le phénomène, lui qui est aussi restaurateur, avec plusieurs restaurants physiques fermés depuis l'année dernière. Comment est-ce qu'il s'est installé sur cet univers-là et de quelle manière il l'a abordé? Jean, la parole est à toi. Bonjour, bonjour à tous. Merci Paul. Donc, oui, c'est important de rappeler, et merci de l'avoir fait, qu'on est des restaurateurs à l'origine. Et je pense que c'est un petit peu d'ailleurs ce qui nous démarque sur les débuts, parce que maintenant il y a de plus en plus qui se lancent et c'est assez intéressant parce que quand on s'était lancé en 2018, nos copains restaurateurs nous disaient vous êtes à moitié fous, et maintenant ils nous disent vous êtes à moitié visionnaire. Donc c'est pas mal, on a changé de registre. Nous on fait des restaurants depuis une dizaine d'années. On a 6 restaurants à Paris et en France et à Nice du coup. On a été le premier restaurant disponible sur la plateforme Uber Eats à Paris en 2015, donc ça remonte, avec notre restaurant Farago. À l'époque, il y avait 3 restaurants et maintenant, il y en a beaucoup plus. Donc, on a très vite saisi la tendance de la livraison et on a aussi très vite vu qu'il y avait une problématique à opérer la livraison depuis un restaurant traditionnel parce que je suis intimement persuadé que la livraison de repas est un métier à part et que quand on fait un restaurant traditionnel, en revanche, on est essentiellement tourné vers la clientèle qui est en salle. On est tourné vers la clientèle qui est en salle, donc on n'a pas envie qu'elle soit importunée par des livreurs qui peuvent pénétrer dans le restaurant pour venir chercher des commandes.
Et surtout, on s'occupe avant tout de la clientèle qui est assise en salle, ce qui veut dire qu'un samedi soir, quand on a salle comble, potentiellement, la personne qui va commander chez elle, à qui on a promis un délai de livraison de 15-20 minutes et qui reçoit sa commande en 1 heure parce que la cuisine est sous l'eau, ne va pas être contente et du coup, on va créer une problématique. C'est ce qui nous a mené en fait à séparer les deux activités en 2018, donc avril 2018, avec l'ouverture de notre première cuisine totalement dédiée à la livraison, qui effectivement à l'origine était intitulé Dark Kitchen, terme dont on essaye le plus de s'éloigner possible aujourd'hui parce que c'est pas franchement dark dans l'approche. Pour donner une explication concrète, c'est rien d'autre qu'un restaurant qu'on a acheté, qu'on a réhabilité, dans lequel on a mis une grande cuisine professionnelle et qui a pignon sur rue, qui a la lumière du jour qui baigne la pièce et donc qui est franchement pas une cuisine en sous-sol. Donc, c'est de là qu'est partie la genèse de Dark Kitchen, aujourd'hui qui s'appelle Dévore. On a ensuite développé plusieurs cuisines en France. On a développé aussi des cuisines en province. On a testé la ville de Bordeaux pour se demander si c'était du parisianisme, si c'était un sujet qui était uniquement de très grandes villes. Et non, Bordeaux est une cuisine qui marche très bien, et ce qui nous a montré que c'était plutôt un phénomène urbain qu'un phénomène de capitale. Donc là, on vient d'ouvrir notre première cuisine à Lille, qui fait un très beau démarrage aussi depuis 1 semaine. On a testé le marché niçois qui a fait un très beau démarrage aussi. On l'a fait depuis la cuisine dans nos restaurants traditionnels qui n'étaient pas adaptés. Donc, on était juste là pour le test et ça nous a permis de montrer qu'il y avait un marché. Et aujourd'hui, on est sur des ouvertures à Boulogne, au Havre, à Nantes, à Montpellier et à Strasbourg dans les 4 prochains mois. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les différents modèles qui existent? Parce que Dévore a fait un choix, et d'ailleurs a fait évoluer son positionnement sur les Dark Kitchen. Initialement, Dévore installait ses propres cuisines et diffusait ses propres marques. Depuis quelques semaines, vous avez décidé de changer de braquet et de franchiser ce savoir-faire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur l'évolution de ce phénomène depuis 2 ans? Depuis 3 ans, on va dire, enfin, en tout cas sur les 2 dernières années, comment vous l'avez vu évoluer? Pourquoi d'ores et déjà passer à un monde d'après? Tout à fait. Alors, le monde de ce qu'on appelle les dark kitchen est séparé et tu l'as bien expliqué juste avant. Il y a bien évidemment d'un côté les agrégateurs de commandes type Uber Eats, Deliveroo, dont le travail c'est de la logistique et du marketing, de l'agrégation de commandes, faire en sorte que les clients viennent sur la plateforme pour ensuite qu'ils consomment la nourriture des restaurants. Vous avez ceux qui font de l'immobilier comme Cooklane. Deliveroo Édition est une forme, une forme d'immobilier, c'est-à-dire j'achète un grand local, je le sépare en lots, je l'équipe en cuisine et je le loue clé en main à un opérateur. Et enfin, il y a les opérateurs. Donc les opérateurs, c'était nous à l'époque, savoir des gens qui achètent une cuisine, qui développent leur propre marque virtuelle, qu'on appelle des DNVB, des Digital Native Virtual Brands, appliqués à la restauration et qui font la cuisine. Le problème, et si j'imagine qu'il y a une majorité de restaurateurs qui nous écoutent, quand on fait de la restauration, on est sur un métier extrêmement compliqué parce que la restauration, c'est à la fois du retail, de la production sur site et en plus à la minute. Autrement dit, en termes de commerce, c'est franchement quelque chose de particulièrement compliqué. Et selon nous, puisque ça fait quand même 10 ans qu'on fait des restaurants, essayer de faire grandir un modèle totalement intégré où on fait des choses si complexes au sein d'une seule et même structure, avec des salariés sur site et des salariés qui tournent pour vérifier la qualité, etc., c'est un modèle qui ne fonctionne pas. On s'est rendu compte en ouvrant jusqu'à 6 cuisines qu'on arrive à un plafond de verre où malheureusement, on commence à avoir une qualité qui se dégrade, des temps de préparation qui s'allongent, bref, un écosystème qui ne fonctionne pas. Et du coup, on n'a rien inventé d'autre que de se dire il faut qu'on passe sur un modèle avec des franchisés, donc des patrons qui sont sur place, qui vérifient la qualité de la commande, qui vérifient leur stock, bref, qui contrôlent leur point de vente. Et nous, ce qu'on va leur fournir, c'est notre expertise développée depuis 3 ans sous le forme de Dark Kitchen as a Service, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on va leur apporter des marques, on va leur apporter nos relations privilégiées avec les plateformes, on va leur apporter nos compétences en marketing, en logistique, en relations fournisseurs, et enfin, on a développé notre propre technologie de gestion du point de vente. Tout ça pour que ces opérateurs qui souhaitent se lancer dans la franchise de restauration se disent « je vais me lancer sur un modèle virtuel parce qu'il est moins risqué que la restauration physique
pour une raison déjà très simple, c'est que dans une cuisine virtuelle, il peut y avoir plusieurs marques qui évoluent au long de la vie du restaurant, alors que quand on se lance dans une franchise de restaurant de hamburgers connu, eh ben, pendant 9 ans, on reste avec cette marque, il n'y en a pas de possibilité d'évolution. Et s'il y a au milieu une crise de la vache folle, on est coincé. Donc, je rappelle aussi que vous avez dit, aujourd'hui, vous avez 5 antennes de production, mais vous avez 50 restaurants digitaux, puisque c'est vrai que c'est une tendance aujourd'hui, c'est que ces acteurs de la restauration digitale, on va-t-on dire, parlent de points de vente, enfin en tout cas parlent de marques virtuelles multipliées par le nombre de points de vente. Donc vous avez 50 aujourd'hui restaurants digitaux en fonctionnement. Oui, pour être très clair sur le modèle, parce que parfois il est mal compris, un restaurant virtuel, c'est quoi? C'est un point de vente physique, donc c'est une cuisine professionnelle installée en centre-ville, qui est bien pensée pour permettre la multitude d'activités, dans laquelle on va mettre plusieurs marques virtuelles, autant qu'on peut, tant qu'il n'y a pas une saturation de la cuisine. Et donc, en fait, au sein d'une même cuisine, si vous avez 5 marques différentes, sur 3 plateformes différentes, en fait, vous avez 15 restaurants qui sont disponibles sur les plateformes. Merci pour cette petite explication. Je vais me tourner vers Anaïs Tarby. Bonjour Anaïs. Vous avez donc fondé Les Camionneuses. Alors, votre analyse va nous intéresser dans le sens où, quand vous créiez les camionneuses à l'époque, c'était pour répondre à un marché naissant qui était le marché des food trucks, où il y avait des besoins de production externalisée pour une distribution en camion. Et finalement, quand on a un petit peu préparé cet échange, vous m'avez dit, finalement, selon moi, les darks, c'est un peu ce qui s'est passé avec les food trucks aujourd'hui. Donc, vous allez nous expliquer votre point de vue là-dessus, et peut-être nous rappeler qui sont les camionneuses. Vous avez un principe de cuisine partagée, mais pas tout à fait forcément orienté vers ce système ou ce néologisme aujourd'hui qu'on évoque en termes de dark kitchen. Oui, bonjour déjà et merci de m'avoir invité. Donc effectivement, les camionneuses, en fait, on est né il y a 7 ans, donc j'ai l'impression un peu presque d'être une ancêtre par rapport au phénomène dont on parle aujourd'hui. On a créé la première cuisine partagée de France, qui effectivement, enfin le principe était à l'origine de s'adresser, enfin d'être le back-office des food trucks qui était en plein essor à ce moment-là. Donc, proposer effectivement un espace de production, un laboratoire de production où ils puissent faire leur préparation et qu'en puisse ensuite ils les mettent en place dans les food trucks. Il se trouve que quand on a commencé avec les food trucks, mais très très vite, on a accueilli plein d'autres profils qui sont les traiteurs, les pâtissiers, de la restauration scolaire, de la restauration d'entreprise et plein de profils différents qui avaient besoin d'une cuisine de production et après de distribuer selon leurs activités. Et ce que j'expliquais, c'est effectivement depuis 2 ans, le concept de Dark Kitchen est né. Et du coup, on a, nous, commencé à, recevoir ces projets-là également. Mais nos cuisines sont d'abord faites pour de la production centralisée et pas forcément pour de l'envoi, parce que ce qui est hyper important, parce que ça va être les temps d'envoi, etc. Donc, il faut avoir une cuisine qui est vraiment faite pour de l'envoi minute, de l'envoi chaud. Et nous, nos cuisines à l'origine sont plutôt faites pour de la production centralisée, qui est ensuite envoyée en liaison froide plutôt sur d'autres sites de distribution. Donc, nous, dans les 2 dernières années, on a accueilli certains profils de Dark Kitchen. Pardon, excuse-moi. Et on a adapté nos cuisines d'une certaine manière pour pouvoir les accueillir. Après, évidemment, sur cette dernière année, je veux dire, c'est devenu c'est devenu très, très important le nombre de demandes qu'on reçoit sur les Dark Kitchen. Et évidemment, à côté de ça, on a perdu les traiteurs, tout ça, qui n'ont plus de travail sur la partie événementielle depuis 1 an. Donc, on s'adapte à ça, mais on sait aussi et on l'espère, on va retrouver des profils type traiteur, etc., qui vont revenir dans les cuisines partagées. Et la cuisine partagée, en fait, englobe quelque part les dark kitchen, mais c'est un phénomène qui est déjà là depuis 7 ans, depuis longtemps. Mais comme vous l'avez dit, avec un système de production centralisé plus dans l'esprit traiteur que dans celui
des dark kitchen tels qu'on les entend aujourd'hui, avec un outil tourné vers l'envoi. Nous, immédiat. c'était notre approche il y a 7 ans, parce qu'il y a 7 ans, on a malheureusement, je ne sais pas, mais pas inventé la livraison, en tout cas tout de suite. On ne s'est pas tout de suite tourné là-dessus, parce que ce n'était pas quelque chose d'aussi important que ça peut l'être maintenant. Et pour revenir sur le phénomène cuisine partagée, c'est vrai, Jean Valfort l'a évoqué tout à l'heure, on a Cook Lane comme gros opérateur immobilier qu'on connaît tous. Il y a Deliveroo Édition qui a ouvert récemment sa 3e cuisine, va en ouvrir, en prévoit 5 dans l'année, et mise stratégiquement sur ce levier-là aussi pour développer, pour accueillir des restaurateurs traditionnels ou des marques virtuelles. Que pensez-vous justement de ce phénomène, de cette évolution? Est-ce que ça va être un effet soufflé qui va retomber quand les restaurants et les traiteurs vont se remettre en route, ou finalement est-ce vraiment un segment de la restauration qui est en train de naître nouveau? Alors, je pense que c'est un phénomène qui est amené à durer, parce que forcément, là, pendant cette année de confinement, il y a un grand nombre de personnes qui ne faisaient pas appel à la livraison, qui ont découvert la livraison. Et on peut pas, la livraison, c'est quand même hyper pratique. On est tranquillement chez soi, on se fait livrer, tout ça, ça répond à plein de besoins réguliers. Donc, je pense que le marché a beaucoup grossi là. Il est peut-être plus gros à cause du confinement, mais il va rester à des niveaux très importants, parce que les gens ont découvert la livraison et ils vont continuer à faire de la livraison. Après, évidemment, quand les restaurants vont rouvrir, évidemment, les gens vont retourner au restaurant. Et donc, il y aura probablement, je ne suis pas experte des chiffres, mais j'imagine qu'il va y avoir un peu une baisse, ou en tout cas, ça va se tasser ou quelque chose comme ça. Mais c'est un phénomène qui est là, qui ne va pas disparaître. Après, moi, ce que je peux vous dire, ce qu'on voit du côté, en tout cas, de l'offre, c'est qu'on a des tonnes de gens qui veulent se lancer en dark kitchen, comme il y en avait des tonnes qui ont voulu se lancer il y a 7 ans en food truck. Et là-dedans, il y a des projets qui n'aboutiront pas, ou qui tourneront, mais qui vont s'arrêter parce que leur offre ne sera pas adaptée, parce qu'il y aura beaucoup de concurrence aussi. Quand on voit justement qu'on peut lancer avec une cuisine 15 restaurants, forcément, donc du coup, il y a énormément d'offres qui est en train de se créer. Donc, il va y avoir un mouvement aussi d'écrémage de l'offre, et des gros acteurs comme Panorama ou des choses comme ça vont probablement, j'imagine, tirer leur épingle du jeu et rester plus... il y a d'autres petits acteurs qui, je pense, n'arriveront pas à rester sur les plateformes. Donc après, moi, tel que j'ai vécu les food trucks, en tout cas, plein de gens qui sont lancés, il y a eu plein de food trucks, et puis après, on a le marché qui se stabilise aussi, et ça paraît assez logique. Jean, avant de vous donner la réponse, vous avez sans doute quelque chose à dire ou à réagir par rapport à ce que vient de dire Anaïs. On va donner la parole à Wissem et Majed derrière, qui ont créé une chaîne qui s'appelle Graines, il y a quelques années. Je rebondis justement sur ce que vous disiez, Anaïs, sur le fait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se sont lancés récemment sur l'univers du dark kitchen, et vous faites partie de cela. Alors, Graines, c'est aujourd'hui un réseau de 3 restaurants qui s'appelle Graines, et c'est aussi une dark kitchen qui a été créée l'année dernière, au mois d'octobre. J'aimerais que vous nous disiez un petit peu quel a été le cheminement vers la création de cette dark kitchen dans un premier temps, et ce qui est aussi surprenant et qu'il faut regarder, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre histoire, c'est que vous avez aussi décidé sur les 3 restaurants existants Graines d'en modifier 2, en tout cas les cuisines de 2 d'entre eux, pour en faire des outils de production, et de ces sites faire partir aussi 4 marques virtuelles, dont Graines d'ailleurs, mais d'autres marques. Donc expliquez-nous un petit peu ce cheminement qui vous amenez, vous, en tant que restaurateur traditionnel, à en venir sur cet univers de la dark kitchen. Oui, alors bonjour. Donc Wissem prend la parole pour commencer. Je peux appuyer 3 secondes sur le bouton pour ça. Sinon je vais vous donner le mien. C'est bon. C'est bon. Donc bonjour, moi c'est Wissem. Donc je suis co-créateur de l'ancienne restauration rapide de Graines, qui est un concept de bar à couscous qu'on a créé en 2013. Avec la crise du Covid aujourd'hui, on a dû repenser notre modèle. Donc avec la crise du Covid, repenser notre modèle, et on a décidé de créer une dark kitchen, même si on n'aime pas trop appeler ça dark kitchen aussi, on préfère appeler ça laboratoire culinaire, parce qu'on fait quand même de la vente à emporter. Donc on reçoit du public pour de la vente à emporter, et on fait essentiellement de la livraison, donc sur Deliveroo. Donc on a créé en octobre notre dark kitchen qui s'appelle In My Belly, et ensuite,
sur nos 3 points de vente, on a décidé de récupérer 2 points de vente et de les transformer en dark kitchen. Donc on a gardé l'enseigne graine pour la vente à emporter de couscous et on a intégré dans nos salles 3 autres marques. Donc 3 autres marques à Montmartre et 2 autres marques plus de graines à Montmartre et la même chose dans notre boutique de rue de Berry. Donc on reçoit plus du tout de public, on a transformé en cuisine et en laboratoire toute la salle. Sur place. Oui, sur place, oui, bien sûr. Oui, donc, oui, c'est ça. Finalement, sur les 2 points de vente que vous avez transformés, en dehors d'avoir complètement modifié l'organisation des cuisines pour assurer un envoi rapide des 4 marques ou 3 marques, vous avez aussi complètement supprimé les places assises. Donc vous êtes devenu vraiment ce qu'on appelle, en tout cas sur ces 3 marques complémentaires à graines, des restaurants virtuels. Comment est-ce que quand on est restaurateur, qu'on a la culture de la restauration traditionnelle, la fabrication, qu'on a installé une marque, qu'on s'est fait une image à travers cette marque, on arrive à se créer une nouvelle identité ou à véhiculer les valeurs de nouvelles marques qui existent et qui peuvent disparaître du jour au lendemain et qui sont surtout fortement concurrencées parce que sur l'année 2020, alors nous, on a fait une étude dans le dernier France Snacking sur la restauration et les dark kitchen. En entendant les plateformes elles nous ont dit pour l'une héberger 500 marques virtuelles, pour l'autre 1500, sachant qu'il y a des doublons entre les deux, je pense que le marché doit tourner autour de 1000 marques, 1000 restaurants virtuels, enfin 1000 marques virtuelles, on va dire, telles qu'elles existent. Donc le marché est encore un peu limité, mais comment est-ce qu'on switch, puisqu'il y a aussi beaucoup de restaurateurs traditionnels qui se disent mais ils sont en train de créer une hérésie à la restauration quand on parle de dark kitchen. Bonjour. On ne change pas complètement, c'est-à-dire qu'on garde, c'est pour ça qu'on a voulu garder notre acquis de façade, c'est-à-dire que pour les clients lambda, graines restera graines. Nous, la vente à emporter représentait 80% de notre chiffre, de manière générale. On est dans la restauration rapide, c'est différent de la restauration traditionnelle. Donc de toute façon, on avait une grosse partie qui était de la vente à emporter. Et ces salles qu'on a fermées, en fait, c'est des salles qu'on utilisait 5 midis par semaine. L'avantage de ce nouveau modèle-là, c'est d'avoir des restaurants en fait qui tournent 7 sur 7, qui tournent en continu, qui sont 7 sur 7. Donc, pour nous, en faisant le calcul, on a bien vu que même si on allait sacrifier nos salles, à côté de ça, ça nous permettait de développer de nouvelles marques qu'on avait déjà testées à travers notre laboratoire du 15e et qu'on pouvait toucher de nouvelles zones, parce qu'on est sur le système de zones avec les partenaires de livraison et qu'on a nos rayons de livraison. Mais en dehors du fait de se dire on suit un mouvement qui est en place, c'est aussi un mouvement qui fonctionne, puisque si j'en crois notre échange, vous avez multiplié par 4 le chiffre d'affaires d'un point de vente traditionnel sur l'unité de la Dark Kitchen de la rue Tralguer. Donc on va dire que sur les quelques mois depuis octobre, c'est un système qui fonctionne bien. C'est un système qui fonctionne très bien, c'est un système qui nous a permis d'être ouvert tout le temps. On n'a pas fermé un jour depuis le 15 octobre. C'est un système qui nous a permis même nous d'améliorer nos process même pour la marque physique qu'on avait graines, c'est-à-dire ça nous a permis de repenser en essayant d'autres choses. On s'est dit en fait ça on le faisait n'importe comment, peut-être faut faire ça. Ça nous a permis même nous de repenser notre modèle de base. Et en chiffres, c'était nous on savait un peu ce que ça pouvait représenter parce qu'on est aussi sur les plateformes de livraison depuis 2016 via Graines, donc on connaissait un petit peu les volumes. Et ce qui nous a un petit peu encouragé, c'était notre expérience avec Graines. On se disait en fait Graines, c'est du couscous. Le couscous, même si c'est un des plats préférés des Français, mais c'est pas forcément un des plats les plus consommés en livraison ou en street food en tout cas. Donc on s'est dit c'est peut-être le moment de s'essayer à autre chose, et on avait envie de toute façon d'essayer. C'est-à-dire que notre démarche de départ a toujours été de se dire on va faire un groupe de food. Quand on a lancé Graines, on avait toujours l'idée de se dire en fait on aimerait bien faire ça, mais on aimerait bien aussi faire des restaurants plus traditionnels, on aimerait bien faire du burger. On a toujours eu cette ambition-là. Et puis ça, la manière de faire les dark kitchen a un petit peu accéléré le process et nous a même nous mis un peu le pied à l'étrier, c'est-à-dire qu'on s'est dit écoute, c'est peut-être le moment pour nous, c'est peut-être l'opportunité pour nous. On était totalement arrêtés, on s'est dit c'est peut-être le moment de le faire Et voilà. Donc sur 3 points de vente qui sont aujourd'hui tournés vers la livraison avec les marques virtuelles, puisque le 4e est resté monoproduit et fait toujours du couscous, celui d'Augustin. Vous avez finalement aujourd'hui 6 marques, si j'ai bien compté, entre
Aujourd'hui, on a 7. On a Meatpacking sur le burger, on a Greco sur le grec, puisque vous avez lancé Phoebe's sur le LC. Sur le LC. Vous avez créé après Et la graine. Il y a Joyce Chicken qui ouvre. On a pris un nouveau laboratoire rue Saint-Maur dans le 11e. Ça va être le nouveau laboratoire, une enseigne dédiée au poulet frit, burger frit, poulet frit, les tenders, des choses comme ça. On a une nouvelle marque qu'on va lancer à Berry de Philly's Steak Sandwich. C'est des sandwichs street food qui viennent de Philadelphie. On a une nouvelle marque de street food mexicaine qu'on lance à partir de Montmartre. Donc même nous, c'est-à-dire que ça nous permet en fait d'essayer des choses. On essaye, on tente, ça marche pas. Bah on a la cuisine qui est là et on peut toujours changer. Là, on a eu la chance que les 4 premières marques fonctionnent bien, donc on n'a pas eu à les switcher. Mais même nous, c'est-à-dire que même nous, on se dit bon bah écoute, on tente le truc. Et à côté de ça, on a 3 marques qu'on est en train de développer aussi, en se disant que si jamais ça ne fonctionnait pas, bah on pourrait toujours aller piocher dans notre catalogue de marques, ou même être implanté dans la même zone, c'est-à-dire avoir 2 points de vente qui sont dans la même rue, mais avoir des marques différentes, et ça nous permet de toucher le même rayon avec différentes marques. Alors, je vais poser pour terminer cette séquence, on va poser une question peut-être à nos 3 intervenants sur l'univers de la cuisine. Finalement, comment est-ce que on crée une cuisine quand on est de la restauration rapide? Ce sont souvent de la cuisine d'assemblage, voire même de production, puisque on fait de la cuisine. Quand on fait du couscous, je pense que vous le faites sur place. D'autres font de l'assemblage. Quand on évolue vers une dark kitchen, est-ce qu'il y a une manière de construire la cuisine? Anaïs le disait tout à l'heure, on est sur une cuisine tournée vers l'envoi, où il faut aller rapidement, où les clés d'entrée pour que les algorithmes vous sélectionnent dans les premiers, ça reste la rapidité et les notes des clients par ailleurs sur les plateformes. Mais aujourd'hui, comment on crée la cuisine? On la confie à un bureau d'études qui nous crée ça, mais les bureaux d'études, ils voient ça depuis récemment. En tout cas, on aura peut-être quelques analyses tout à l'heure. Vous, en tant que restaurateur, vous l'avez conçu comment, votre cuisine de la rue Falguière? La rue Falguière, en fait, on travaille avec un cuisiniste, mais on a lancé la cuisine. Et une semaine après, on s'est rendu compte que c'était pas bon. Donc une semaine après, on s'est dit, bon, en fait, on a fait n'importe quoi, et il fallait qu'on fasse ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans le fonctionnement, on se rend compte on se dit, en fait, cette étagère-là, ça sert à rien, ça sert à rien. Donc on a essayé de remodifier au maximum, voilà. Et vous lui avez donné quoi comme cahier des charges à ce cuisinier? Parce que, à la limite, il fait ce que vous lui demandez. Ça, voilà, exactement. Non, nous, c'est-à-dire qu'on se disait, bon, pour cette marque, on a essayé de compartimenter. On avait un îlot central, avec une note au milieu. Et on s'est dit, bon, on va mettre on va partager les 4 marques, chaque marque a son espace de travail. Et on s'est dit, pour cette marque-là, il va falloir ça. Et au final, c'était sur des marques qu'on connaissait pas forcément, c'est-à-dire qu'on était là, on connaissait notre marque. Les autres, on les découvrait un petit peu. Donc, il a fallu même nous réapprendre à se dire, bon, en fait, ça, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, c'est pas plus, parce que ce qui était logique pour nous, pour Graines, n'est pas forcément logique pour un Greco ou pour du burger. Donc, du coup, même nous, on a dû repenser notre cuisine en disant, bon, écoute, cet atelier-là, on va le faire comme ça, notre mise en place, on va la changer, les appareils, on va les changer, on va faire ça. On a dû, même nous, retravailler notre façon de faire. Donc vous avez appris en marchant et à chaque thématique assez contraintes. Alors je rebondis rapidement. Jean Valfort, vous qui avez récemment ouvert une cuisine à Lille, donc plutôt récente, donc qui prend en compte un certain nombre de contraintes et une courbe d'expérience, comment vous l'avez conçue? De quelle manière elle répond aux problématiques d'une cuisine d'envoi hyper rapide? Et est-ce que vous êtes appuyé sur des professionnels de la cuisine, des bureaux d'études, des cuisinistes, des fournisseurs pour la construire? Nous, on conçoit tout en interne. Ça fait quand même la 6e cuisine qu'on construit, donc on essaye de penser chaque point de vente. C'est assez standard sur l'équipement finalement, et après on s'adapte évidemment aux contraintes du local. Notre logique, c'est vraiment d'avoir une cuisine assez standard qui permette d'accepter plusieurs marques, et notamment les marques futures. Donc, on pense plutôt en termes d'équipement et ensuite de zone. Et après, pour tout ce qui est plan, on confie ça à un cuisiniste pour qu'il mette ça sur un dessin. Et ensuite, on travaille avec des équipementiers. On travaille notamment avec les nodistes. Tout ce qui est la partie matérielle, approvisionnement. Et tout est conceptualisé en interne. En l'occurrence, pas par moi, mais par mon associé Charles, qui est directeur des opérations. Donc ça veut dire un outil plutôt souple, à la fois pour accueillir des marques qui existent aujourd'hui et qui ont leurs contraintes d'organisation et d'envoi, et des marques futures, donc ça veut dire une cuisine assez agile et souple pour être
Tout à fait. Voilà, d'accord. Peut-être Anaïs, vous avez commencé à l'expliquer tout à l'heure, le fait d'accueillir des marques virtuelles a fait qu'il a fallu réorganiser les outils. C'était quoi la réorganisation de ces outils? Oui, c'est ça, effectivement, notamment sur notre cuisine de Porte-de-la-Chapelle qui a 2 ans, je crois qu'on a changé au moins 6 fois l'organisation des équipements de cuisson, ce qu'on n'avait jamais fait sur notre cuisine partagée précédente. Et notamment parce on a pas mal d'équipements type, on a des fours 20 niveaux, des sauteuses et des choses comme ça. Et là, quand on accueille une Dark Kitchen, on doit un peu plus faire la place aux friteuses, aux planchas, et aux broches à kebab ou des choses comme ça. Donc, du coup, on a réorganisé pour pouvoir à la fois accueillir ces nouveaux équipements, utiliser et transformer certains équipements aussi qu'on utilisait. Enfin, on a des sauteuses rationnelles, par exemple, qui sont super parce qu'elles nous permettent à la fois de faire de la production en gros volume, mais aussi de nous servir de plancha pour l'envoi de burgers, par exemple, ou des choses comme ça. Et donc, du coup, en tout cas, voilà, on a fait évoluer comme ça nos lignes de production pour pouvoir accueillir de l'envoi minute et essayer en tout cas un maximum d'utiliser les équipements qu'on avait déjà pour cet envoi minute. Donc ça veut dire, si je résume, qu'un laboratoire de traiteur tel qu'il est conçu, assez standard, ne répond pas forcément à toutes les thématiques d'aujourd'hui et aux contraintes d'envoi. Donc il y a forcément toute une gamme d'équipements qui doivent servir ces nouveaux métiers. C'est ça exactement, parce que sur un laboratoire traiteur, on va beaucoup avoir des fours 20 niveaux par exemple, et puis des cellules de refroidissement très importantes. Sur la Dark Kitchen, on n'a pas besoin de cellules de refroidissement ou très peu, et on va vraiment faire de l'envoi minute, et on a besoin d'un pass, des choses comme ça qu'on n'avait pas avant. Donc avis aux fournisseurs qui, sur ces univers de la Dark Kitchen et des cuisines d'envoi, ont besoin aussi d'adapter. Enfin, ils les ont souvent dans leur gamme. Hein. Il faut simplement qu'ils le rappellent ou qu'ils en informent et la presse et les restaurateurs. Nelly, je vais peut-être te repasser le micro pour qu'on donne la parole peut-être aux gens qui sont en ligne. Oui. Alors, on peut, en fait, moi, j'aurais quelques questions un peu générales à poser à nos opérateurs, on va dire. J'aimerais savoir, les uns comme les autres, ce qui, pour vous, quelles sont les conditions qui sont nécessaires pour mettre en place une Dark Kitchen? C'est-à-dire, est-ce que demain, n'importe quel restaurateur ou non-restaurateur peut créer une Dark Kitchen avec des marques, voilà, d'une manière sur quels sont les moyens qu'il faut mettre en œuvre, les moyens techniques, les moyens humains aussi, et les moyens financiers. Alors, je ne sais pas, vous voulez répondre puisque vous avez le micro, et puis après on donnera la parole à nos deux autres opérateurs. Écoutez, pour lancer une Dark Kitchen, il vaut mieux n'importe qui, oui, peut lancer une Dark Kitchen. Ça marche? Ouais. N'importe qui peut lancer, oui, une Dark Kitchen, mais bon, il vaut mieux être quand même du métier, il vaut mieux être restaurateur. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de réflexion, de mise en place. Il faut savoir réfléchir ses cartes pour qu'elles puissent communiquer. Si on a 4 marques par labo, par exemple, qu'elles communiquent quand même un peu entre elles au niveau des mises en place, des achats fournisseurs, de tout ce qui est organisation. Voilà, donc Ça signifie que vous mutualisez, par exemple, les achats de denrées. On essaie d'utiliser un peu les mêmes bases ou les mêmes préparations, parce que en mise en place, ça peut être très lourd si on a 4 cuisines qui sont totalement différentes ou qui sont pas du tout pareilles. C'est compliqué d'avoir 4 fonctionnements, parce que ça reste quand même de la vraie cuisine. C'est-à-dire que derrière, il y a vraiment beaucoup de travail, donc ça reste énorme. Donc on essaye au maximum. Nous, on a parfois des plats qui sortent sur sur 2 enseignes différentes. On peut avoir le même plat, ça arrive. On peut avoir des entrées ou les mêmes entrées ou des mêmes desserts. On essaie de mutualiser au maximum, mais on essaye d'avoir une certaine cohérence aussi au niveau des enseignes, au niveau des emplacements. Moi, ce que je dirais, en tout cas pour ma part, avant de se lancer dans les Dark Kitchen, c'est d'avoir une excellente relation avec les partenaires de livraison. Parce que c'est quand même grâce à eux ou avec eux qu'on va travailler. Donc si au départ, on n'a pas forcément... Aujourd'hui, je sais que c'est très compliqué parce que j'ai eu des retours de personnes qui essaient de s'implanter
et d'essayer de se faire référencer, c'était un peu plus compliqué que nous, qui avions déjà un commercial, qui avions déjà une écoute et qui avions déjà quelqu'un qui pouvait nous accompagner. Donc, ce qui est hyper important au départ, c'est d'avoir quelqu'un, en tout cas dans les plateformes, ou d'avoir entrepris en tout cas les démarches pour avoir... Et pour obtenir la meilleure commission. Exactement. Aussi. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est le nerf de la guerre, la commission, bien sûr. Est-ce que Jean Valfort ou Anaïs, voilà. Anaïs pourrait nous donner leur point de vue sur ces compétences et ces besoins, enfin ces conditions nécessaires à la réussite d'une Dark Kitchen. Anaïs, puisque vous êtes à l'écran. Oui, d'accord. Alors, je pense que, moi, je peux vous dire par expérience que on reçoit beaucoup de demandes de personnes qui veulent lancer une Dark Kitchen et qui pensent que ça va être facile. Et qui du coup, tout le monde ne va pas y arriver, hein, c'est sûr. Donc, il faut effectivement avoir une expertise, il faut avoir de l'expérience et être capable d'organiser sa production pour réduire ses temps de production, être bien noté sur les plateformes, remonter dans l'algorithme, tout ça. Et il faut avoir une notion aussi de marketing, de qu'est-ce que c'est, de comment on remonte, c'est quoi une belle photo. C'est des choses assez simples, mais tout le monde n'a pas non plus toujours le réflexe. Et voilà, c'est comme les métiers de restaurateur. Voilà, ça demande mais avec, si j'entends bien, avec des postes finalement où il y a des vraies compétences digitales. Sur le comprendre un petit peu, en tout cas être très attentif aux critères qui font qu'on remonte sur les plateformes. Alors après, moi-même, je ne suis pas opératrice, donc j'ai une certaine connaissance un peu de ces éléments-là, mais je pense que Jean, par exemple, pourra probablement mieux expliquer que moi un petit peu ces mécanismes-là. Mais en tout cas, il faut absolument avoir un service excellent parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrence sur ces plateformes. Il faut pouvoir remonter et la plateforme va privilégier les personnes dont les tablettes sont toujours allumées, dont les temps de réponse sont très rapides, le livreur qui n'attend pas, etc. Et évidemment, les notes des utilisateurs. Donc, c'est le royaume de la data. Donc, il faut que votre service soit excellent, rapide, etc. pour être parmi les meilleurs et être le plus poussé sur les... Et ça demande beaucoup à la fois, effectivement, de très bons équipements, une très bonne organisation, très carrée, tout ça, pour arriver à satisfaire. Et on n'a pas ce côté, le sourire du serveur qui « Oh, je suis désolé, je vous fais attendre, mais je vous offre un coca » ou un truc comme ça. Alors, on peut offrir des choses pour se faire excuser ou des choses comme ça, mais on n'a pas, comme on n'a pas ce lien relationnel, il faut que votre service soit excellent. Et donc ça demande beaucoup d'organisation, même sur la gestion des stocks, tout ça, etc. Pas vous retrouver en rupture au milieu d'un service, tout ça, c'est beaucoup de travail quoi, et d'expérience, je pense. D'accord. Alors, Jean Valfort, vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces nouvelles compétences, finalement, à maîtriser la data, les avis clients en même temps, tous ces aspects un peu, finalement, qu'on n'a pas forcément de la même manière dans un restaurant traditionnel? Quelque chose pour faire les deux. Je me demande si c'est pas plus compliqué d'entreprendre dans les dark kitchens que d'entreprendre dans les restaurants traditionnels. Et Dieu sait si c'est déjà compliqué d'entreprendre dans les restaurants traditionnels. Alors, modulo les investissements en amont qui sont moindres sur une dark kitchen par rapport à un restaurant traditionnel. Il y a une logique de process, comme disait Anaïs, il y a une logique de méthode. Il y a aussi potentiellement beaucoup de marketing, beaucoup plus que dans un restaurant traditionnel potentiellement bien placé. Il y a de la data, si vous voulez vraiment commencer à vous interroger sur vos compétences, parce que vous allez voir en combien de temps vous préparez un plat, en combien de temps il est livré, combien de temps un livreur va attendre, quelles sont vos notes moyennes, quelles sont les tendances. Donc, il y a une partie analytique qui vient s'ajouter à la partie purement d'exécution et de cuisine. Et nous, c'est pour ça qu'on se tourne maintenant vers un modèle de Dark Kitchen as a Service, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye de rendre cette partie très complexe, facile pour l'opérateur qui souhaite se lancer et qui finalement n'a pas les compétences, n'a pas l'expérience sur comment est-ce que je vais faire pour que l'algorithme m'aime bien, comment est-ce que je vais faire pour améliorer mes opérations, comment est-ce que je vais gérer mon marketing. Moi, je pense que se lancer en Dark Kitchen, et c'est pour ça d'ailleurs que je rejoins aussi l'analyse d'Anaïs
le futur sur le sujet. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'y mettent aujourd'hui pour souvent aussi parce qu'ils s'ennuient un peu. Hein, la livraison, ça permet, quand on est restaurateur et qu'on n'a pas de travail depuis un an, d'avoir des journées qui sont moins longues. Mais il y en a beaucoup qui vont abandonner le sujet assez rapidement derrière parce qu'ils vont retourner vers leur métier premier, qui est la restauration traditionnelle. Et donc, du coup, même si la demande va baisser au global, l'offre aussi, et potentiellement, le marché va se rationaliser comme ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas voir la Dark Kitchen comme une façon simple de se lancer dans la restauration. C'est une erreur que de l'imaginer. Si c'est juste une question de CAPEX à l'entrée, moins cher. Mais dans l'exécution, c'est potentiellement encore plus compliqué qu'un restaurant traditionnel. Nelly laissait entendre tout à l'heure que le digital est de plus en plus important. On a tendance à croire que la data, elle est uniquement chez l'agrégateur. Finalement, il y a besoin aussi en interne d'avoir ses propres outils d'analyse et quels doivent-ils être pour être au mieux opérationnels et optimiser au mieux le travail du restaurateur. Parce que je crois que c'est bicéphale. Enfin, il y a d'un côté les informations qui arrivent de la Dark Kitchen qu'il faut savoir exploiter, et de l'autre côté ses propres outils pour avoir sa prod optimisée. En fait, c'est d'ailleurs pour ça que souvent on est attaqué en ce moment par la restauration traditionnelle qui nous dit vous n'êtes plus des restaurateurs, vous êtes des start-upers, vous êtes sur un mode différent. J'espère qu'on aura l'occasion d'aborder le sujet tout à l'heure parce que j'aimerais bien pouvoir comprendre. Il y a une réalité, c'est que comme le disait Anaïs, désolé, je n'arrête pas de reprendre ce que dit Anaïs, mais voilà, c'est-à-dire que les choses étaient intéressantes. Il n'y a pas de contact client. Quand on fait une dark kitchen, quand on fait un restaurant de livraison, on ne voit pas son client. On connaît son client uniquement par la donnée. On n'est pas là parce qu'on lui a serré la main ou qu'on a reconnu quelle personne venait dans le restaurant. On peut voir un nom, un prénom, un numéro de téléphone. Et encore, la donnée est assez limitée parce que les plateformes en gardent une grande partie. Cependant, vous en avez quelques-unes qui vous permettent d'estimer si votre restaurant fonctionne bien ou fonctionne mal. Un exemple classique, quand vous avez un restaurant traditionnel, le sourire du client qui s'en va et qui vous dit ça s'est très bien passé vous permet d'avoir un indicateur sur la qualité de votre service. Les avis sur TripAdvisor vous permettent d'avoir une idée sur la qualité de votre service. Sur un restaurant virtuel, ce qu'il vous faut, c'est vous assurer que les notes sont bonnes, mais aussi que vous produisez rapidement, que les livreurs vont vite, qu'ils n'attendent pas trop longtemps devant la cuisine, parce que c'est ce qui fait que vous allez plus ou moins baisser dans l'algorithme. Donc, ces éléments-là sont hyper importants à analyser. Il y en a très peu. Il y en a de plus en plus. Les plateformes sont de plus en plus capables de nous donner des informations pertinentes. Et surtout, ce qu'il faut, c'est derrière les travailler parce que la donnée brute ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est les ratios. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, vous commencez à définir ce qu'on appelle des KPIs, des Key Performance Indicators, qui vous permettent de dire mon temps de préparation est trop long ou mon temps de préparation est bon, mon temps d'ouverture des tablettes est trop long ou il est bon, et ainsi de suite, pour améliorer votre efficacité opérationnelle et faire en sorte que vos clients soient contents. Et oui, aussi, mais Majed, pardon, vous avez peut-être, vous, cet outil où vous avez des compétences extérieures pour pouvoir analyser ces données ou vous le faites vous-même en interne? Nous, on le fait vraiment nous-mêmes en interne. On essaie de suivre au maximum nos retours clients, nos notes, ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, ce qui va et ce qui ne va pas. Et aussi, on essaie d'avoir quand même un minimum de service après-vente. On essaie de contacter le client, de remercier si on a reçu un bon commentaire, d'essayer de comprendre ce qui n'allait pas si on reçoit un mauvais commentaire, d'essayer de créer quand même un petit lien, même si on est une cuisine et on ne voit jamais de clients sauf pour l'emporter, d'essayer d'avoir quand même ce service après-vente. Et en général, ça plaît beaucoup aux clients d'avoir un retour et d'avoir quelqu'un au téléphone. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Nelly, il y a un vrai ticket à l'entrée pour ouvrir une dark kitchen. C'est aussi une vingtaine de personnes plus d'une vingtaine de personnes en continu 7 jours sur 7. 200 000 euros d'investissement sur votre cuisine de Falguière, je crois, c'est ça? Donc il y a des vraies compétences, on vient de l'entendre à travers les explications et d'Anaïs et de Jean sur le fait d'ouvrir une dark kitchen. Et on l'a bien compris aussi, les indicateurs de performance, ils sont liés aussi au type d'équipement qu'on utilise pour pouvoir remettre en œuvre dans de bonnes conditions et respecter ces temps courts d'envoi. Alors, je crois qu'on a des personnes qui ont levé la main. Donc, avant de reposer des questions à Olivier Deloison et Olivier Robineau, on va les écouter si c'est possible. Ah, eh bien, Monsieur Combi, Sébastien Combi, on vous écoute. Oui, bonjour à tous. Une question un peu pratique
concernant les dark kitchen, la livraison des plats cuisinés, et moi sur la température de ces plats cuisinés. Alors pour comprendre, on est fabricant de cellules de refroidissement rapide, et je m'interroge sur le fait de livrer des plats cuisinés, parfois même à des heures qui ne sont pas des heures de repas, et s'agissant de la température de 63 degrés, est-ce que vous garantissez des produits chauds? Si c'est le cas, comment vous le garantissez? Et sinon, est-ce qu'on ne doit pas considérer ces plats cuisinés livrés comme des plats préparés à l'avance, autrement dit en liaison froide? Alors, qui veut répondre? J'ai une question assez simple en réponse à la question. Est-ce qu'on peut garantir la température du plat quand elle est posée sur table dans un restaurant traditionnel? Donc vous êtes en train de dire qu'en fait on est exactement dans le même process que dans un restaurant traditionnel. Exactement dans le même process, c'est-à-dire que quand ça quitte le pass, il faut effectivement que ce soit à 63 degrés ou plus. Mais en revanche, après, à partir de ce moment-là, il est difficile de garantir la température quand c'est disposé sur table ou quand c'est parti en livraison. Ouais. Je peux peut-être juste rajouter, on avait fait un dossier là-dessus récemment sur lequel on avait interviewé à la fois la DGCCRF et puis des spécialistes. Et ça reste encore, je pense que c'est un nouvel univers, un peu comme les food trucks à l'époque, sur lequel la DGL d'un côté et la DGCCRF de l'autre sont en train de courir. Donc je crois que le cadre réglementaire n'est pas tout à fait précis, ce qui fait que on est borderline sur un certain nombre de points, dont ceux-là. Et c'est vrai que sur ce qui relève des températures, pour avoir aussi interviewé les plateformes, normalement sont des intermédiaires à qui on transmet la responsabilité de livrer, donc qui devraient normalement prendre la responsabilité du restaurateur en sortie. C'est vrai qu'un certain nombre d'acteurs suggèrent de mettre en place en sortie de passe chez le restaurateur des systèmes de contrôle de température pour être à même, quand les choses vont se clarifier et que les services vétérinaires vont aller regarder d'un peu plus près ces sujets-là, d'être aux normes et d'être sûr que ce qui sort de chez vous est à température, soit froid, soit chaud, mais enfin en tout cas que c'est à température. Donc voilà, c'était juste une petite remarque, ça reste encore assez trouble, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément de réponse claire de part et d'autre. Paul, si tu veux bien, est-ce que mon micro est allumé? Oui, je le pense. Donc Marc Grandmougin, c'est une question qui nous interpelle fortement, car notre métier à nous, et de répondre et de proposer aux restaurateurs, que ce soit dans des cuisines centrales, dans la vente sur place, rapide, à emporter, les meilleures organisations pour donner une grande sécurité alimentaire. Et c'est avec grand intérêt qu'on a organisé cette rencontre aujourd'hui, qui nous éclaire sur vos façons de travailler, les problématiques que vous rencontrez, problématiques que pour la plupart nous rencontrons au quotidien sur des projets différents, certes, mais les problématiques sont les mêmes. Alors, comme on a un peu une écoute nationale de par nos adhérents, qui sont des concepteurs à une échelle nationale, et les grands constructeurs français sont présents dans notre association, nous essayons de creuser auprès de la DGAL pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut bien faire. Et à ce jour, on reçoit des réponses assez évasives, et je rejoins ce que dit Paul. Une des réponses que j'ai eues, c'est pas parce que c'est une dark kitchen qu'elle ne doit pas être une kitchen. En clair, sous-entendu, si vous faites des plats préparés à l'avance, vous devriez être soumis à la réglementation des plats fabriqués à l'avance. Par contre, si, et j'en discutais, j'en parlais avec Paul, si on est sur de la vente rapide comme à emporter, comme ça existe déjà, c'est plus la même réglementation. Si on est traiteur, il y a encore une autre réglementation. Et à aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir un vrai interlocuteur au niveau de la DGAL qui pourrait prendre position. Je pense qu'ils savent. Il y a une espèce de flou qui est toléré, et visiblement aujourd'hui ça fonctionne, mais je pense que très très prochainement la machine réglementaire française va se mettre en route et va demander des agréments, va décerner des agréments pour pouvoir fonctionner. Alors, sachez que vous êtes les fers de lance, vous créez le marché, c'est super.
c'est super parce qu'il faut que la restauration, elle évolue, il faut que ça change, il faut s'adapter au goût des consommateurs. Sachez que si nous, on suit ça de très très près parce que c'est notre métier d'apporter de la sécurité quand on fabrique des repas. Et sachez que si un jour, on se croisera fatalement un jour ou l'autre, en clair, n'hésitez pas à nous consulter si tant est vous en auriez l'envie, tant sur des problèmes de conception, sur des problèmes peut-être même aussi de gestion de stock commun, parce que quand j'entends que vous avez plusieurs restaurants virtuels sur une même cuisine, il peut peut-être se poser par exemple pour 5 recettes différentes, un exemple, il y a de l'oignon, admettons, comment ça se gère tout ça, est-ce qu'il y a besoin de mettre des procédures en place pour se réapprovisionner en temps et en heure. Donc c'est très passionnant ce que vous faites. Je pense que malheureusement, dans le peu de temps qu'on consacre aujourd'hui, on va pas pouvoir tout cerner. Mais sachez en tout cas que nous sommes prêts, si vous le souhaitez, à prolonger le débat, la discussion pour qu'ensemble on fasse des choses bien. Merci Marc. On va, comme on a énormément de questions qui vont être posées, je voudrais d'abord donner la parole à Olivier Deloison, directeur technique chez Rational. Olivier, alors comment est-ce qu'on aborde la conception de telles unités? Merci. Au niveau de la conception, donc on en a parlé tout à l'heure, on l'a entendu souvent, il y a plusieurs challenges auxquels il faut répondre, qui vont être la notion de temps, donc le temps de livraison dans lequel on inclut le temps de production. Ça va être également la qualité visuelle du plat, les qualités organoleptiques quand on va le manger. Donc ça, c'est des choses à tout de suite intégrer. À côté de ça, on va avoir une mixité en termes d'offres, et donc une mixité en termes d'offres, et on va devoir aussi répondre à des petites quantités et des grosses quantités. Donc en termes de conception, il faut réfléchir comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, il faut vraiment réfléchir à quelque chose qui puisse produire vite, bien, en petite quantité, en grande quantité. Donc ça, il faudra du matériel vraiment adaptatif, performant, qui permettent de répondre aux différents scénarios. Polyvalent. Et adaptatif. Et l'idée, c'est aussi derrière de redonner au chef son métier premier, je pense, qui est de cuisiner. Donc pouvoir lui libérer du temps pour se focuser sur ses recettes, sur ses plats et sur sa créativité. Voilà. Alors, autre question à Olivier Robineau, de la Société Française. Comment on équipe une dark kitchen en termes d'extraction et de ventilation? Merci, oui. Bonjour à tous. Oui, la problématique majeure que nous rencontrons sur les dark kitchens, c'est bien évidemment la quantité de cuisine que l'on va retrouver dans le même local. On sait déjà que quand on va ouvrir un restaurant en centre-ville, c'est déjà relativement compliqué de trouver le conduit qui va bien. Lorsqu'on construit un bâtiment, ou plutôt on occupe un bâtiment, parce qu'on va très peu construire dans ces cas-là, puisqu'on est plutôt en centre-ville ou en très proche périphérie, on va se retrouver contraint par ce qui existe ou par les possibilités d'aménagement autour pour créer des conduits. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, aujourd'hui, on a deux types majeurs de dark kitchen. Ce sont soit les dark kitchen où l'investisseur sait déjà précisément quels appareils de cuisson seront en place, et donc on va pouvoir calculer un débit bien précis et optimiser au mieux le débit nécessaire. Et puis on a aussi une quantité d'investisseurs qui vont déléguer leur cuisine à des cuisiniers extérieurs qui vont amener eux-mêmes leur propre matériel. Et donc on ne sait absolument rien par rapport au dégagement calorifique et au dégagement de polluants. Alors dans ces cas-là, en fait, on va se retrouver globalement, par expérience, dans des débits qui tournent autour de 2500 à 3000 m3 par cuisine. Donc déjà 2500 m3 à 3000 m3 sont des conduits de l'ordre de diamètre 355 à 400. Quand on fait de l'extraction de cuisine, on fait toujours de l'introduction de cuisine. Donc on va doubler le conduit. Donc imaginez bien que si vous avez 6 cuisines dans un bâtiment, ça va représenter 12 conduits de diamètre 355 à 400.
ce qui est à peu près toujours impossible à implanter. Mais cela dit, si vous réunissez tous ces conduits dans un seul conduit, vous allez quand même vous retrouver qu'il y a 2 conduits de diamètre 800. Là encore, si vous allez voir votre copropriété pour dire je vais installer un conduit de diamètre 800 dans la cour, ça va certainement être compliqué. Donc c'est vraiment un sujet majeur. Donc on va beaucoup travailler pour réduire ces débits au maximum. Sauf que quand on n'a pas de données sur ce qui va être implanté, bien évidemment, on va bien sûr proposer le matériel qui permet, il y a comme des solutions pour réduire ces débits, mais pas énormément, de l'ordre de 30%. Il n'y a pas de miracle en la matière. Et donc le sujet est souvent, le bâtiment va souvent ne pas pouvoir être pris en fonction de cela, tout simplement. Et puis derrière, il y a d'autres problématiques par rapport à l'extraction de cuisine, c'est toutes les nuisances olfactives. Vous imaginez bien déjà, quand on a une seule cuisine, c'est gênant. Lorsqu'il y en a 6 qui fabriquent des cuisines différentes, ça devient un cocktail plutôt détonnant pour le voisinage. Donc on va devoir traiter ces odeurs. Ce sont des choses aujourd'hui qu'on sait bien faire, mais néanmoins qui nécessitent derrière beaucoup de maintenance. Parce que l'air de cuisine, il a une problématique par rapport à toutes les ventilations, c'est qu'il est chargé en graisse. Donc il va encrasser, il va rendre très compliqué la régulation. À partir du moment où vous avez des registres et choses comme ça, il y a toujours le risque d'encrassement. Et c'est pareil, si vous avez un seul conduit, ce qui est souvent le cas pour 6 cuisines, voire 8 cuisines, vous allez devoir réguler. On ne va pas extraire dans une cuisine où il n'y a personne. On va extraire très peu dans une cuisine où on fait des sushis. Par contre, on va extraire beaucoup dans une cuisine qui va faire des burgers, qui va faire de la plancha, des wok. Donc là, il va falloir réguler. Et la régulation en cuisine est très complexe, de par le risque d'encrassement des sondes et de tout le matériel que l'on va installer. Voilà, donc c'est vraiment des sujets pointus sur lesquels qui demandent beaucoup de réflexion pour les bureaux d'études fluides. Comment optimiser au maximum l'installation, comment la rendre possible et fonctionnelle. Parce que si vous ne faites rien derrière, vous vous retrouvez avec des installations qui fonctionnent à fond en permanence, avec des consommations énergétiques de folie. Et voilà, c'est pas ce qu'on cherche, bien évidemment. Et bien sûr, vous avez des solutions. On a des solutions, on n'a pas les solutions partout. On rencontre finalement, je parlais de 2 cas bien distincts, mais dans ces 2 cas bien distincts, il y a diverses encore possibilités. Vous avez des cuisines qui sont complètement ouvertes, donc la problématique de compensation ne va pas se poser. Vous avez des cuisines qui sont fermées, là vous allez devoir compenser précisément le bon débit local par local, donc là encore une régulation supplémentaire. Chaque cas aujourd'hui est quasiment unique en fait dans ce domaine-là. Merci. Une question complémentaire peut-être, on a entendu à travers l'explication de Jean Balfort, c'est la souplesse des outils. Comment est-ce que finalement, aujourd'hui, on crée un outil standard qui pourra demain accueillir différents types de thématiques qui vont changer et se relayer au fil des demandes des restaurateurs, et les demandes des restaurateurs qui sont ceux des consommateurs, puisque finalement les thèmes se créent en fonction de la tendance du moment. Donc comment est-ce qu'on peut aujourd'hui créer un outil standard qui réponde à la fois en ventilation, extraction ou en matériel de cuisine, four ou plaque, à des concepts qui vont bouger au fil du temps, voire tous les ans, parce que vous le disiez, messieurs, aujourd'hui vous avez créé plusieurs thématiques, vous avez déjà des cuisines qui sont là, mais il y a des marques qui vont remplacer d'autres en fonction des attentes locales. Je pense qu'il y a donc voilà, comment est-ce qu'on crée ces outils qui seront les mieux adaptés? C'est bien un sujet, c'est un sujet de réflexion et de recherche et développement permanent, qui encore une fois tous les cas se présentent, et que effectivement on assiste à beaucoup de tests, on va faire ça aujourd'hui et autre chose demain, et on va devoir adapter chaque cuisine et régler chaque cuisine en fonction de ses problématiques. Et derrière, on a ce problème de maintenance et de nettoyage qui fait que si on laisse dans l'état, très rapidement tout ça ne fonctionne plus et ça devient complètement obsolète. Donc ça veut dire qu'on la prévoit un maximum de fonctionnement pour pouvoir toujours absorber. Absolument. On part de base maximale et on va ensuite réduire en fonction de l'occupation, en fonction des cuisines réalisées. Jean Balfort, peut-être intervenir là-dessus sur comment est-ce qu'on crée ces cuisines et ces outils-là, alors que vous disiez tout à l'heure, les marques se créent et se remplacent les unes les autres au fur et à mesure. Il nous a peut-être quittés. Finalement, une cuisine, c'est relativement standard dans la typologie d'équipement. À partir du moment où vous avez une bonne plancha, des super friteuses, un four mixte, potentiellement des fours un peu plus évolués comme les Mairie Chef de chez Enodis. Je ne travaille pas pour Enodis, mais c'est genre
Une bonne zone de stockage froid. Finalement, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. Un bain-marie, ce sont des équipements qui sont tout à fait standards dans une cuisine traditionnelle et qu'on utilise dans un restaurant qui va avoir une carte qui évolue beaucoup. La problématique, c'est plutôt la disposition du matériel et comment est-ce qu'on fait en sorte que ça fonctionne bien après pour l'exécution. Il faut bien comprendre que quand on fait des cuisines, et tout à l'heure j'entendais le sujet sur l'extraction, j'ai pas besoin de beaucoup plus de débit d'air pour faire deux marques, hamburger et tacos, parce que j'utilise toujours la même plancha. C'est juste que je vais avoir plus de volume. Euh, donc, on n'a pas la science infuse, on n'a pas inventé le futur et parfois ça change, on s'améliore chaque jour. Mais finalement, vous vous rendez compte qu'avec un équipement standard bien organisé, vous pouvez faire beaucoup de choses et implanter beaucoup de marques. Anaïs, vous, avec vos 20 niveaux rationnels, vous les avez passés en 6 niveaux, c'est ça? Pour Non, pouvoir faire la cuisson mixte? Ouais, on a 20 niveaux, on a 10, on a 6. De toute façon, avec la cuisine partagée, il faut qu'on ait quelque chose de très, qu'on puisse à la fois accueillir une petite production comme une grande production. Donc, en gros, on multiplie le nombre d'équipements, nous, et les formats pour répondre un peu à tout type de profil. Pour poursuivre sur la notion de marque virtuelle et d'outils associés, j'ai vu passer tout à l'heure une question où il y avait une personne qui disait, mais finalement, à part le burger, la pizza, le sushi, est-ce que finalement, on peut aujourd'hui créer d'autres marques plus celle-ci? Jean, puisque vous avez créé des marques, on se retournera après avec nos deux entrepreneurs qui sont là. Est-ce que finalement, les marques, elles dépendent surtout des cases à cocher chez les agrégateurs, plus que de la volonté de lancer une marque sur une thématique qui n'est pas dans le spectre de ces agrégateurs? Non, les marques, elles dépendent de la demande et elles dépendent du client final. Il n'y a pas d'autre réalité que celle du marché et que quand le client ne veut pas de veggie, eh ben on ne lui vend pas de veggie. Même si on est très bien intentionné sur le sujet et même si on fait beaucoup de marketing. Nous, il y a 2 ans, on a essayé de lancer une marque végétarienne, ça a été un flop. On faisait 2 commandes par jour. La réalité, c'est qu'il y a eu une époque, qui est encore le cas, où beaucoup de gens qui se connectaient sur ces plateformes demandaient ce genre de produits. Donc, en fait, la présence de ces produits sur les plateformes n'est rien d'autre qu'une réponse à la demande. En revanche, je pense que cette demande va beaucoup évoluer dans les années à venir, notamment parce qu'on a vu arriver une autre typologie de clientèle, des gens qui, justement, ont découvert les plateformes avec la crise du Covid, se retrouvent finalement à faire des commandes un peu différentes, qui vont commencer, par exemple, pourquoi pas aussi à organiser des dîners en se commandant des tapas à partager à la maison, des choses comme ça. Et puis surtout, il y a une réalité, c'est que fut un temps où les plateformes étaient très utilisées par les 18-25 ans, très essentiellement, donc des gens qui sont assez friands de ce type de food qu'on pourrait appeler comfort food, et que cette clientèle va aussi vieillir et du coup garder des habitudes de consommation, mais ne plus avoir les mêmes attentes en termes de nourriture. Et donc, c'est à nous de nous adapter. Et je pense que c'est quelque chose qui va se faire dans le temps, progressivement, pour évoluer vers des marques différentes. Nous, on est en train de relancer une marque végétarienne parce qu'on pense que maintenant, ça y est, il y a de la place. Et petit à petit, on va pouvoir évoluer sur ce sujet. Mais il n'y a rien d'autre qui explique ça que la demande. C'est très simple. Quand il n'y a pas de clients qui demandent de la cuisine végétarienne, on ne fait pas de cuisine végétarienne parce que notre métier, c'est quand même d'essayer de faire du chiffre d'affaires. Madja, peut-être sur la création de vos marques, est-ce qu'elles sont répondues aux attentes que formulaient les plateformes, ou en tout cas sur lesquelles il y avait de la demande, ou est-ce que vous les avez créées comme ça et après vous avez pris contact avec les plateformes pour les installer? En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'en gros, on regarde là où il y a le plus gros volume, là où il y a le plus de ventes, et on fait un peu des marques comme ça. Mais on fait aussi des marques en disant, avec le côté un peu plus pratique aussi, en disant, j'ai une marque qui va faire de la pizza par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire autour de la pizza, en plus de cette marque qui fait de la pizza? C'est-à-dire que c'est bien aussi de mutualiser toutes les préparations et toutes les mises en place. Il y a un côté pratique aussi qui permet en fait de multiplier les marques avec une base qui peut être commune. Voilà. Alors, justement, donc, on l'a bien vu, c'est un marché qui va beaucoup évoluer, qui a déjà beaucoup évolué en 3 ans et qui n'en est qu'à ses prémices, puisque on laisse entendre, et vous le premier, vous allez maintenant conquérir d'autres villes. Vous avez ouvert récemment à Lille, et par votre système de franchise, vous vous développez un peu partout. Ça veut dire aussi que le marché est pas du tout à maturité encore et qu'il y a beaucoup à faire. Ah oui, ça c'est une certitude. En fait, le marché a beaucoup gagné en maturité d'une certaine façon
grâce au Covid. Alors, je dis grâce entre guillemets parce que j'ai quand même des restaurants qui sont fermés depuis 1 an. Donc, c'est quand même difficile d'y trouver que du positif. Mais d'une certaine façon, ça a été aussi un effort accélérateur et c'est super. Mais je pense que c'est un marché qui arrivera à maturité dans 10 ans, quand on aura réglé les problématiques justement dont on parlait tout à l'heure, de maintien au chaud des plats, quand on aura réglé les problématiques de statut des livreurs, quand on aura réglé justement la composition de l'offre et qu'on sera arrivé sur quelque chose de beaucoup plus hétérogène, avec beaucoup plus d'offres et de choix, quand il y aura énormément de professionnels qui se seront positionnés sur le sujet en ne faisant plus que ça et pas juste sur le côté, là, on arrivera à une maturité de marché. Mais là, tout reste à faire. Tout reste à faire. Uber Eats commence à arriver dans les villes de près de 10 000 habitants. Donc, c'est déjà une sacrée avance. On parle quand même de 10 000 habitants. C'est dans la liste, c'est après la 250e ville de France. Donc, on voit que ça progresse. Et d'une certaine façon, on est content parce qu'on a gagné 3-4 ans avec la crise Covid, parce que des personnes qui n'étaient pas habituées de la consommation sur ces plateformes se sont lancées et ça participe à la modernisation du marché. On va rebondir maintenant sur la dernière séquence, les dernières 20 minutes qui nous restent sur les questions-réponses. On se laissera 5 minutes après, sur la fin sans doute, pour conclure et vous demander votre avis sur l'évolution. Je vais passer peut-être le micro à Nelly, où on va prendre de micro, ce qui nous permettra de rebondir tous les deux. Voilà. Alors, on a une première question. Qu'en est-il des tendances telles que le végétal, le fait maison, le bio, le circuit court et l'anti-gaspillage dans les dark kitchens? Qui veut répondre? Moi, je peux répondre sur je pense que je l'ai fait à l'instant d'ailleurs. Alors sur le fait maison, ce sera toujours un peu compliqué parce que c'est pas du fait maison, c'est du fait livré. Enfin, en tout cas, si on parle, si la question c'est de savoir si on fait de la nourriture sur place, on fait de la nourriture sur place. L'exécution est faite sur place. On n'est pas en train de faire le relais entre des industriels et le client final. Quand on fait un hamburger, il est fabriqué à la demande quand la personne le commande. En revanche, sur toutes les autres tendances, comme je disais, ça va venir en fonction de la maturité du marché et c'est quelque chose qui va prendre quelques années. Peut-être une autre question sur le fait des marques physiques, enfin des restaurants physiques aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont forcément un prolongement sur le web, c'est-à-dire en livraison et une place sur les plateformes, davantage, plus ou autant qu'un restaurant virtuel ou pas? Qui veut répondre? Sachant que vous avez, par exemple, Graine aujourd'hui, est-ce que ça a autant de la place sur une plateforme que des marques de burgers ou d'autres marques virtuelles que vous avez pu créer? C'est quoi les taux de prise? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux parmi les 6 marques que vous avez aujourd'hui en fonctionnement ou les 5 qui sont... Inévitablement, c'est le burger qui marche le mieux. Mais nos 5-6 marques marchent très bien aussi. On a lancé des marques sur lesquelles on avait des doutes, mais finalement elles marchent très très bien. Donc je pense qu'il y a peut-être un changement. Peut-être que les gens ont envie de manger différemment. Ils en ont marre un peu de la pizza, du burger, du sushi. Et ils veulent manger quelque chose de rapide, de sain, de bien exécuté. Voilà. Jean, peut-être vous qui êtes aussi, parce qu'on doit le rappeler quand même, on vous a beaucoup, certains vous ont critiqué en disant, mais vous faites partie de ces néo-restaurateurs, vous n'y comprenez rien, vous abandonnez la tradition, la restauration traditionnelle, mais finalement tout le monde oublie que vous êtes aussi, et surtout d'abord, un restaurateur avec plusieurs points de vente à Paris et à Nice. Qu'est-ce que vous en dites justement de ce prolongement physique des marques existantes et leur vraie légitimité sur les canaux de livraison et les marques virtuelles? Est-ce qu'il y a une opposition aux deux ou est-ce qu'elles se complètent? Oui, pour répondre rapidement, on vient d'ouvrir un restaurant de 600 mètres carrés à Nice cet été. Je serais assez masochiste d'avoir investi autant d'argent dans un point de vente physique et dans un vrai restaurant si j'y croyais plus et que j'étais en train de l'autre côté de tuer la restauration traditionnelle avec les dark kitchens. Mais bon, ça c'était une parenthèse. En fait, la vraie force d'un restaurant virtuel, c'est la multiplicité de son offre. C'est comme ça que le modèle économique fonctionne. Donc, le fait d'avoir des marques qui ont pignon sur rue, qui sont très connues dans la vraie vie et qui ont un prolongement virtuel, c'est une chose qui fonctionne bien, je pense, quand elle est exécutée depuis le point de vente dont on parle. Et donc souvent plutôt de la restauration de type rapide, parce que comme je l'expliquais, je pense que quand on fait de la restauration traditionnelle,
intégrer dans sa chaîne de valeur un service de livraison, c'est plus compliqué. On ne maîtrise pas le packaging, on ne maîtrise pas les temps de fabrication, on ne maîtrise pas le process. C'est clairement une possibilité que vont s'offrir des grandes marques de restauration rapide pour avoir des flux complémentaires. En revanche, là où ça devient complexe pour eux, c'est quand ils commencent à essayer de s'installer en dark kitchen seul. C'est-à-dire, on a vu des marques qui essayent de se lancer. Je ne sais plus quelle marque avait fait ça. C'était Campanile. Non, Courtepaille. Courtepaille À Montreuil avec Cook Lane. Le problème, c'est que vous n'avez qu'une marque. Du coup, vous n'avez un seul flux de revenus et donc potentiellement beaucoup moins. Votre activité, votre modèle économique fonctionne beaucoup moins bien. Et ça, j'ai du mal à y croire pour l'instant, sauf à ce que la marque, que ce soit McDonald's, et qu'elle ait un rayonnement extraordinaire et qu'à ce moment-là, du coup, on se développe sur ce modèle-là. Mais je pense que c'est vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main, les marques qui peuvent faire ce move-là, parce qu'elles seront monomarques. Si je peux me permettre aussi. Nous, dans le développement de Dark Kitchen, on ne s'interdit pas non plus de se dire qu'on va développer des marques en restaurant physique plus tard, c'est-à-dire peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, s'il y a des marques qui ont une bonne notoriété, qui cartonnent et qu'on sent qu'il y a un marché sur ces marques-là, on ne s'interdit pas non plus, on est des restaurateurs aussi à la base, on a des points de vente, mais on ne s'interdit pas non plus d'ouvrir des restaurants qui auront fait leurs preuves sur Deliveroo, qui auront une petite notoriété parce qu'ils auront été connus sur les plateformes, et de les ouvrir en adresse physique. C'est-à-dire que les deux peuvent, à un moment ou à un autre, se rejoindre. Cohabiter. Voilà. Comme ça a été le cas pour certains food trucks célèbres qui ensuite ont ouvert des restaurants en dur. On a une question, en fait, je pense qu'on l'a évoqué, de Brigitte, qui demande combien de dark kitchen en France aujourd'hui. Je crois que c'est 1500 le chiffre. Hein. Alors, c'est vrai que, peut-être, Jean, en faisant du benchmark, quand vous développez, vous avez peut-être un autre avis, mais c'est vrai que on a beaucoup de chiffres sur ce point qui émanent de différents cabinets. Nous, j'allais dire, entre le croisement, il y a 2 plateformes majeures qui accueillent les marques virtuelles aujourd'hui. Pour l'une, elle dit accueillir 1500 marques et l'autre 500 marques. Donc, si on considère que des marques se recoupent sur les 2 plateformes, d'autres sont exclusives, comme les marques que vous avez développées qui sont que sur Deliveroo aujourd'hui, par exemple, ça fait 2000 pour les 2. Si on considère un tiers qui se recoupe ou la moitié, on est autour de 2000, qui sont des marques. Après, si on les multiplie par les points de vente, ça fait d'autant plus de restaurants digitaux. Donc, par contre, là, il faudrait faire le multiple. C'est pour ça que la question est assez difficile parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on évoque par dark kitchen. C'est-à-dire que est-ce qu'on considère qu'une dark kitchen, c'est un restaurant qui ne fait que de la livraison, du coup plutôt un point de vente qui ne fait que de la livraison dans laquelle il y a plusieurs marques digitales? Est-ce qu'on considère qu'une dark kitchen, c'est une marque digitale? Est-ce qu'on considère qu'à partir du moment où on fait de la livraison, sans être forcément, parce que ça arrive aussi que des restaurateurs développent une offre purement digitale au sein de leur propre cuisine, est-ce que c'est une dark kitchen? C'est ce qui fait que c'est très difficile de répondre sur le nombre de dark kitchen en France. D'accord. On a une question aussi sur le nombre de fournisseurs. On a bien compris qu'à travers les différentes marques, vous essayez de mutualiser un certain nombre de choses pour optimiser le modèle. Est-ce que vous avez un nombre de fournisseurs qui est multiplié d'autant? Est-ce que vous essayez de réduire votre mercurial pour mieux gérer tout ça? Ça se passe comment dans vos différents modèles? Nous, on essaye de réduire au maximum, histoire de ne pas avoir trop de vis-à-vis en termes de fournisseurs. Mais sinon, on a des fournisseurs classiques d'épicerie, de crèmerie, de boucherie, de boissons, voilà. Mais on essaie de pas d'avoir un seul fournisseur, par exemple d'épicerie, un seul fournisseur en produits italiens, par exemple. Voilà. Est-ce que vous avez changé vos modèles d'achat? Est-ce que auparavant vous vous adressiez à un distributeur unique et aujourd'hui en multipliant les références, vous avez besoin de multiplier? Non, grosso modo, c'est les mêmes fournisseurs. On a juste agrandi notre mercurial, mais c'est les mêmes fournisseurs. Plutôt du frais, du surgelé, du 100% frais. Que du 100% surgelé, tout est préparé, ouais. Donc c'était le cas auparavant de chez Grain, et vous le faites aussi pour les marques? Toujours, c'est très important. Ouais. C'est la même chose chez vous, Anaïs, par rapport aux gens que vous accueillez? Est-ce qu'il y a une mutualisation entre les différentes activités qui sont chez vous? Ou est-ce que finalement, au regard de votre modèle qui est un peu particulier et hybride, les choses sont un peu différentes?
À l'heure actuelle, chaque résident, donc chaque entreprise qui travaille dans nos cuisines gère ses approvisionnements. Donc, il n'y a pas de mutualisation d'approvisionnement. C'est quelque chose qui est un peu compliqué à gérer parce qu'on a des profils très différents. Et en plus, la différenciation aussi au niveau de la cuisine se fait aussi par l'approvisionnement. Donc, aujourd'hui, chaque résident a ses fournisseurs. Une autre question complémentaire sur les points morts. Jean Valfort, aujourd'hui, le point mort d'une cuisine qu'on ouvre aujourd'hui, comme celle de Lille, il est à combien au regard à la fois du droit d'entrée, enfin du bail, à la fois du prix de location, à la fois des points, enfin, on est à 30 points chez les agrégateurs quand on négocie pas ou quand on n'a pas un historique, mais globalement, c'est quoi le point mort d'une dark? C'est pas possible de vous répondre. Ça dépend de la typologie du restaurant, ça dépend du loyer, ça dépend du nombre d'employés, ça dépend de si je vends plus de telle marque ou telle marque en fonction des marges de chaque marque. C'est pas possible de répondre sur un point mort, sur un point de vente type. Mais si on ne parle pas de point mort, on peut aussi parler d'un nombre de ventes dans ces cas-là, puisqu'on a un ticket moyen qui est globalement comparable. J'ai des qui sont break-even avec 80 ventes par jour. J'en ai d'autres qui demandent 120 ventes parce que ça dépend de la taille de la cuisine, ça dépend comme je dis, surtout du loyer. Donc, c'est impossible de vous dire qu'est-ce qui rend break-even. Donc, c'est une équation complexe. La seule chose qui compte, c'est que le loyer doit être très faible. Donc, ce qui privilégie les emplacements de ces DAC sur des emplacements numéro 2, 3, ou voire en tout cas pas les emplacements numéro 1. Exactement. Les erreurs qu'on peut faire, c'est de penser qu'on est sur les mêmes ratios que la restauration traditionnelle en termes de loyer. Restauration traditionnelle, on dit que quand on est aux alentours, en dessous de 8%, on est bon, 10%, c'est un maximum. Si vous êtes au-delà de 5% sur des dark kitchens, vous commencez déjà à potentiellement perdre de l'argent. Et sur une cuisine partagée, est-ce que vous avez un avis, Anaïs, peut-être sur les coûts, justement, les points morts au regard des coûts de location d'une cuisine partagée, ou pas vraiment? Alors, j'aurais pas enfin, je pense que Jean a donné un peu les éléments. Juste nous, dans la cuisine partagée, en fait, on englobe des services aussi de plonge, nettoyage, de maintenance d'équipement. On a l'électricité, le gaz, tout ça qui est inclus. Donc, nous, en tout cas, on couvre pas que le loyer. En fait, on couvre tous les à côté. Et, notre promesse, en tout cas pour les personnes qui font de la dark kitchen, c'est qu'en gros, ils savent exactement combien ils vont payer tous les mois. Il n'y aura pas d'aléa sur je casse une machine ou des choses comme ça. Avec un historique qui est le vôtre, et que quand vous accueillez une marque virtuelle, vous pouvez déjà lui donner un certain nombre d'indicateurs sur le nombre de ventes qui sera peut-être qui assurera la couverture sur point mort, non? Alors, oui, un petit peu. En tout cas, on donne certaines informations aussi. On essaye de donner un petit peu l'historique de nos autres résidents pour leur donner un peu une indication. Mais après, évidemment, chaque marque va trouver son succès ou pas. Et c'est pas tant parce qu'il va être dans notre cuisine que ça va marcher ou pas. Et effectivement, on traduit ça un petit peu en nombre de commandes. Mais ça dépend vraiment aussi du ticket moyen de ce qui est vendu par notre résident. Donc voilà, donc on donne quelques indications, mais on ne peut pas non plus garantir quoi que ce soit, ou ça va dépendre de leur offre, hein, beaucoup. Alors, on a une dernière question, enfin, il y en a quelques-unes, mais je pense que globalement, les lisants, on a plus ou moins déjà répondu un peu à toutes, mais il y en a une qui retient mon attention. Avec autant de marques, quand vous aviez de plus en plus de marques, est-ce qu'on ne perd pas un peu l'ADN du concept initial et peut-on être aussi performant sur autant de cuisines différentes? Alors, je voudrais juste savoir ce que c'est que l'ADN du concept initial. Si on parlait, par exemple, vous avez c'est Fat, je crois, c'est de la poutine, c'est quand même très particulier. Non, mais si nos amis de graines sont derrière, peut-être que eux, il y a plus un ADN parce qu'ils se lancent derrière, ils se sont lancés sur un produit spécifique et donc derrière, après, passer sur du burger. Peut-être qu'ils pourraient répondre sur la logique d'ADN. Mais quand on part sur un restaurant virtuel, il faut bien comprendre qu'on est 100% virtuel, donc il n'y a pas d'ADN à la base. Nous, la proposition de valeur qu'on a, c'est de dire on a des marques différentes qui s'imbriquent très bien. C'est-à-dire qu'en fait, qui vont utiliser une mercuriale
hyper standardisé, hyper logique. Vous parlez de la poutine, c'est fat-fat. Ben, fat-fat, c'est des frites, c'est du fromage, c'est de la viande, qui est le même produit que ce que j'utilise potentiellement dans mon burger sous une forme différente. Donc, c'est ça la logique d'une kitchen. Il n'y a pas d'ADN, si vous voulez. L'ADN de Devor, c'est le food court. C'est le principe d'avoir plein de marques différentes qui vont avoir les mêmes contraintes de qualité, les mêmes produits, la même rapidité de livraison. C'est ça l'ADN de Devor. Mais si l'on parlait d'un ADN qui pourrait être changé par la multiplicité des marques, mais je suis désolé, j'ai un peu de mal à comprendre la question. D'accord. Ok. Moi, je pense qu'on a compris. Donc, vous êtes votre concept, c'est finalement, c'est un food court virtuel. Hein, on est d'accord. Je crois qu'il y a André-Pierre Doucet, le secrétaire général du SINEC, qui a levé la main. Est-ce qu'on peut lui donner la parole? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour à tous. Ma question est en relation avec une des actualités du jour, qui est l'introduction de Deliveroo à la bourse. Vous avez peut-être vu d'ailleurs que ça ne se passe pas aussi bien qu'il le souhaitait, puisqu'il y a des questions qui se posent toujours sur la rentabilité du modèle. Ma question est la suivante, c'est que justement, puisque la rentabilité du modèle est un peu en construction, est-ce que Deliveroo, comme Uber Eats, n'aurait pas vocation à aller rechercher de la marge qui se trouve également du coup dans les dark kitchens? C'est-à-dire en clair, est-ce qu'il y aura une tentation de Deliveroo Uber Eats à intégrer les dark kitchens dans leur modèle économique en y investissant directement? Quelqu'un veut répondre? Moi, je peux apporter. Avant de laisser la parole à Jean, je voudrais juste, pour être un peu intéressé au sujet, je pense que on se posait la même question quand Netflix est arrivé en France ou quand Amazon a commencé ses premières implantations. Je pense que ces opérateurs-là sont en train d'acheter le marché et installer un certain nombre de modèles. Les restaurateurs subissent pour beaucoup, d'autres s'y adaptent au fur et à mesure. Je crois que le modèle n'est pas encore tout à fait installé. Donc la rentabilité, elle n'est pas forcément là non plus, même si on commence à dire que certains commencent à gagner de l'argent. Donc ça, ce sera l'étape 2. Donc oui, sans doute qu'ils ont profité de l'opportunité parce que la livraison est un sujet de demain. Et quand on voit les investisseurs, la masse des investisseurs qui s'intéressent à ce sujet-là, il y a de l'argent pour ça. Donc forcément, alors peut-être que leur entrée n'est pas aussi victorieuse qu'ils le prévoyaient, mais c'est un modèle de demain. Jean l'a expliqué tout à l'heure, on est aux prémices de cet univers-là. Enfin, on est quand même sur un phénomène encore très urbain, très parisien surtout. Les petites villes ou les villes moyennes sont encore assez peu... Elles commencent à l'être puisque les marques virtuelles accompagnent le développement des agrégateurs. Et je crois qu'on est quand même qu'au début d'un modèle. Donc ça, il faudra qu'on se pose la question demain. Et je crois que leur modèle est en construction. Et voilà, c'était la petite précision que je souhaitais apporter. Jean, peut-être... Oui. Déjà deux choses. Le business model de Deliveroo n'a rien à voir avec le business model des dark kitchens. Donc, c'est pas parce que Deliveroo ne gagne pas d'argent que les dark kitchens n'en gagnent pas. Donc ça, c'est quand même un point important. Et il ne faut pas assimiler en fait le fait que les plateformes ne gagnent pas d'argent avec le fait que les restaurants virtuels n'en gagnent pas, parce que ça n'a rien à voir. La chose importante, c'est qu'il est possible effectivement qu'un jour ils investissent là-dedans, et je crois potentiellement à une logique de chaîne de valeur. Mais mon avis, c'est qu'ils ne pourront pas le créer tout seuls. Parce qu'ils font déjà un métier qui est extrêmement complexe, c'est de la gestion de flotte logistique, et je pense que c'est vraiment déjà un cauchemar en termes de gestion. Et nous aussi, on fait un métier extrêmement complexe, qui est de la restauration, de la production de produits finis, et c'est aussi très très compliqué. Et finalement, vouloir intégrer les deux, c'est peut-être que les erreurs qu'ont pu faire alors sans les citer, des modèles qu'on appelle full stack, qui se sont lancés en gérant les marques, son marketing, sa propre plateforme, ses propres livreurs, et qui aujourd'hui cherchent un peu leur modèle. Je pense que si les plateformes doivent investir sur le sujet, elles passeront par l'acquisition d'un acteur ou d'acteurs qui sont déjà sur le marché et qui proposent déjà cette offre food. Il y a peut-être un paramètre risque qui découle peut-être de la question du délégué général du SINEG. C'est si l'un d'entre eux se casse la figure pour une raison ou une autre, ça remet en cause évidemment le modèle sur lequel s'appuie un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui se développent, parce que finalement on n'a que 3 opérateurs, 3 agrégateurs majeurs, dont 2 principaux. Oui, on parle des plateformes. Si jamais demain la plateforme tombe, qu'est-ce que c'est un restaurant virtuel? Bien sûr, c'est une possibilité. Après, la réalité, c'est que c'est quand même des sociétés qui sont extrêmement bien capitalisées. Aujourd'hui, il y a quand même Amazon qui a investi plus de 500 millions d'euros au capital de Deliveroo. Ils sont en train de lever 1 milliard d'euros sur les marchés. Effectivement, ça ne se passe pas aussi bien qu'ils le voulaient, mais bon, on parle quand même de beaucoup d'argent. Quant à Uber, en termes de capitalisation, c'est monstrueux. Ils ont investi énormément.
Donc, ce serait vraiment une catastrophe industrielle si c'était le cas. Ça voudrait simplement dire en fait que ce marché n'est pas fait pour vivre et il faudrait qu'il s'arrête. Et je pense qu'à ce moment-là, on se sera tous trompés et on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Mais je crois qu'on va. Vous avez quelque chose à rajouter ? Non, moi ce que je pense, c'est que de toute façon, s'il y en a un des deux qui va disparaître, l'autre prendra toute la place et il sera encore plus fort qu'avec la concurrence des deux. Et s'ils sont amenés à disparaître, moi je pense que les gens sont très bien, ils sont très contents de commander chez eux et qu'il y aura autre chose qui viendra derrière, qui fera le job aussi, la livraison. La livraison à domicile de repas, c'est quelque chose qui ne peut pas, qui va continuer. C'est-à-dire que peu importe l'acteur ou le modèle, c'est quelque chose qui existera de toute façon, parce que c'est trop facile. On ne pourra plus s'en passer. On ne pourra plus s'en passer, non. Voilà. Alors, on arrive à la fin de cet échange. Je laisse le micro au président de Resto France Expert pour conclure. Pour ma part, je vous remercie de votre attention. Merci Paul, merci à tous nos invités. Marc. Bien, merci Nelly. Et je tiens vraiment à vous remercier tous dans la qualité de vos interventions, vos explications, qui, je pense, ont permis à l'ensemble des professionnels qui sont connectés au cours de ce webinaire, qui nous a permis de mieux comprendre votre univers, qui nous ouvre, je pense, à nous également des perspectives, parce que vous êtes en fort taux de développement, vous avez besoin d'outils extrêmement techniques, vous avez besoin de matériel extrêmement pointu, polyvalent, précis, et c'est ce qui anime tous nos adhérents tout au long de l'année d'être les meilleurs dans ces domaines. Donc c'est très très intéressant et nous allons également pouvoir répondre à certains de nos clients qui ont besoin également de savoir ce que vous faites, voire de les rassurer, pour simplement leur dire que oui, il y a de vrais professionnels qui œuvrent dans les dark kitchens. Alors, je suis assez d'accord avec vous, le mot dark kitchen, il fait pas rêver. Là, peut-être que dans une deuxième génération, on va trouver quelque chose d'un peu plus sympa. Mais en tout cas, encore une fois, merci à vous tous qui avez pu vous déplacer, qui avez pu dégager du temps. Et c'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec vous. Merci Paul, merci Nelly, et bon après-midi à tous.